En parlant de sécurité, c'est vrai que je pense qu'il y a un énorme shift. En effet, il y a beaucoup plus de prise de conscience que c'est important. Et ça se voit avec le développement de toutes les boîtes qui font des pentests, etc. J'ai fait un petit benchmark parce que je voulais en utiliser une. Et j'ai regardé sur le marché, je me suis dit, oh là là, mais c'est fou, quoi. C'est un truc qui a explosé. Je pense qu'au point de vue RGPD, on nous a tellement parlé que c'est difficile de l'ignorer. Bienvenue pour la dernière vidéo de la série Parole de CTO avec un job à Nantes. C'est la 5e, il y en a eu 4 avant. Le sujet du jour, on n'a pas besoin de CTO pour lancer sa boîte. C'est un sujet, vous verrez, on va en parler pendant 1 heure. Les créateurs et les créatrices d'entreprises cherchent tous un Pokémon rare. Le premier Carapuce Dev qui deviendra le Tortank CTO de leur multinationale plus tard. Le Pikachu qui refusera d'évoluer et qui atteindra le level 100 pour battre le conseil des 4 de la Ligue Pokémon. Bref, on parle du ou de la première tech d'une startup. On va parler de la vie des startups de manière générale, des premiers choix techniques qui se proposent à elles, de la constitution de sa première équipe, de son premier roster, les 6 premiers Pokémon bien sûr. Pas besoin d'être un Pokémon rare pour regarder cette vidéo, vu que tous les Pokémon sont de super Pokémon pour démarrer l'aventure de la startup. C'est parti. Aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, nous avons 2 invités. Alors, tout à droite, Marine Safa. Donc, tu es CTO chez Lengo. Alors, Lengo, c'est quoi ? C'est une solution e-commerce qui connecte les e-commerçants avec des marketplaces. Et du coup, Marine, tu es arrivée il y a quelques semaines chez Lengo. Il y a 2 semaines exactement. Tu as travaillé dans la tech un certain temps, mais à la base, tu n'avais pas fait de formation pour aller à la tech. Ce n'était pas ton projet initial. Comment tu es tombée dans la tech ? Alors, à la fin de mes études, je suis tombée devant la salle informatique dans mon master à Londres. Et j'ai découvert, donc il faut savoir que c'est il y a 31 ans, et j'ai découvert le monde merveilleux des ordinateurs et j'ai commencé à lire les manuels DOS par exemple, et c'est vrai, et j'ai trouvé un premier job qui était de mettre des textes de loi sur des CD-ROM pour une boîte australienne à Londres, et tous les développeurs étaient en Australie, et du coup ils m'envoyaient des fax pour corriger le code. Et donc, pour la première technologie que j'ai appris, c'est du SGML, qui est à la fois l'ancêtre du HTML et du XML. Et voilà, et je suis rentrée dedans comme ça, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ensuite, j'ai fait de la formation professionnelle. Internationale aussi ? Ouais, dès le départ, comme j'avais fait la fin de mes études à Londres, je suis partie direct sur des boîtes américaines, australiennes et anglaises. Bah ouais, c'est cool. EP, c'est un startup studio, c'est une boîte qui fabrique des boîtes. Pour décrire, vous êtes tous un peu dans le même bâtiment sur l'île de Nantes. Il y a des équipes tech et administratives qui sont mutualisées pour soutenir les boîtes qui ont émergé d'EP. Vous êtes les EP makers, des hackers passionnés par l'immobilier et l'habitat. Est-ce que je viens d'expliquer, Tristan ? Oui, tout à fait, ouais, c'est très bien résumé. Ouais. Et alors, ton LinkedIn est très succinct. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Tu n'es pas né chez EP ? Non, je ne suis pas né chez EP, je suis né à Paris du coup. Pour raconter un petit peu l'histoire, moi je viens d'un monde de la musique, avec un petit cocon familial un peu dans l'informatique. Et à un moment donné, j'ai décidé du coup de m'orienter un peu sur cette voie-là. Et après, je suis parti faire un master du coup à Rennes. Et pas mal attiré par la ville de Nantes. Donc j'ai essayé de trouver mon premier stage à Nantes. Et je suis arrivé chez EP il y a 7 ans, effectivement, où je me suis construit aussi professionnellement avec des petites expériences passées. Et du coup, aujourd'hui, la musique, c'est toujours un hobby ou pas ? C'est toujours un hobby. Et du coup, on essaye de construire des choses même au sein d'EP avec des nouveaux collaborateurs. On est aussi un des fondateurs qui est pas mal dans le monde de la musique, donc on essaye de construire des petites choses. Quand on aime la musique, Nantes, c'est cool. C'est pas mal, ouais. Il y a de quoi faire. Ouais. Il y a de quoi faire. Alors on discute aujourd'hui dans le cadre du projet Un Job à Nantes #tech. Le collectif regroupe une vingtaine d'entreprises du territoire de Nantes à Saint-Nazaire. Le but, c'est de faire rayonner les entreprises du dispositif. Je vous invite à visiter les annonces de toutes ces entreprises qui se trouvent sur le job board de la cantine à Nantes, mais aussi à les suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des job dating. Il y en a qui sont en virtuel, il y en a qui sont sur place en présentiel à Nantes, d'autres même à Paris. Bref, vous aurez l'occasion de rencontrer des entreprises et des recruteurs et des collaborateurs qui travaillent dans les entreprises de la tech nantaise en suivant Un Job à Nantes #tech. C'est la 5e vidéo de la série. Dans la précédente, on a parlé de l'externalisation des compétences IT dans les startups avec Vincent Vimard de RCA, également Guillaume Leclerc de Nickel et Thomas Carpaille de Shodo. Ajoutez la vidéo précédente à votre watchlist si vous ne l'avez pas regardée encore et abonnez-vous pour voir les vidéos suivantes qu'on publiera. Est-ce que c'est cool ? Super cool. C'est parti. Au programme aujourd'hui, on a 3 sujets sur YouTube. Vous pouvez retrouver le chapitrage sous la vidéo. Il y a déjà la frise qui apparaît. Dans un premier temps, on va parler du recrutement de la première personne qui sera tech dans la boîte. Quel est le bon starter ? Est-ce que vous allez encore prendre le salamèche comme tout le monde, bien sûr ? On parlera ensuite de la construction de l'équipe tech. Dès que l'équipe se met à grandir, on va passer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 10 personnes. Dans cette thématique-là, on abordera bien sûr la dette technique, la vélocité plutôt que la qualité. Quelles compétences sont clés et bien sûr
sûr la manœuvre de Conway inversée, cette assonance est bien placée. En dernier thème, on parlera de la stack technique. Est-ce qu'il faut commencer avec Angular ou avec Vue.js? Est-ce qu'on peut tout recoder en PHP à n'importe quel moment? C'est les sujets qu'on va aborder. Est-ce que c'est cool pour vous? C'est cool. Alors pour commencer, le premier sujet, c'est faire le choix du ou de la première tech, de la première personne tech. L'une des premières questions qui se pose, qui est le ou la première dev qu'on recrute dans une boîte? C'est Marine qui va ouvrir le sujet. Alors, bien sûr, ça dépend énormément du fondateur et de ses connaissances, mais très très souvent, moi les startups dans lesquelles j'ai évolué, très souvent le fondateur est plutôt côté business et donc n'a aucune connaissance de la tech. Donc c'est très difficile de choisir un premier tech et c'est souvent par des connaissances ou un peu par hasard. J'ai eu deux cas où c'était un stagiaire qui a commencé, notamment une fois c'était un chef de projet qui était reconverti en dev. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu random, on va dire. Il y a aussi plein de légendes de boîtes où c'est le patron qui codait en VB dans des macros Excel et c'est pour ça que la base de données Access, elle est encore là 10 ans après, quoi. Tout à fait. Et moi, j'ai aussi une histoire où le fondateur avait un ami, son docteur, son médecin généraliste, a commencé à faire le code. Ouais, après, de manière générale, les premiers recrutements en startup, c'est souvent dans son réseau proche en tant que dirigeant. Tout à fait. Parce que on a besoin d'avoir confiance dans la personne. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un peu le raisonnement. Ah, je pensais que c'était aussi parce qu'on a du mal à atteindre d'autres personnes, quoi. Oui, aussi. On n'a pas de marque employeur. Ouais, tout à fait. Et puis, on ne sait pas où chercher, tout simplement. Moi, je rebondis ainsi un petit peu là-dessus avec l'expérience chez EP. Du coup, chez EP, les premiers devs venaient du coup des ESN avec qui on travaillait. Moi, du coup, c'est mon cas aujourd'hui. C'était aussi une marque de confiance et une période d'essai finalement à long terme. Et c'est passé par cette phase de recrutement, du coup, avec une équipe qui était déjà existante sur place. On avait confiance, on avait déjà posé les premières briques. Et ça s'est fait un petit peu naturellement comme ça, en embauchant, du coup, finalement. L'écosystème d'EP aussi, c'est aussi donner du réseau aux gens qui créent des boîtes. L'écosystème de la PropTech que vous avez, il vous permet de rencontrer des gens qui veulent monter des boîtes dans le sujet. Aujourd'hui, effectivement, à date, c'est plus simple parce que du coup, on rayonne un peu plus. On est un peu plus visible, du coup, forcément, on a un écosystème qui gravite. Mais du coup, à la toute origine, on n'avait pas forcément cette notoriété, donc on avait des problématiques un peu différentes de recrutement. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que quand tu montes une boîte, tu as besoin de cette notoriété-là pour trouver des clients, trouver des collaborateurs, des collaboratrices, trouver des investisseurs. Chez EP, ce réseau-là, et cette notoriété-là, il est déjà là quand vous montez des projets, quoi. Aujourd'hui, oui. Pour les X startups qu'on va monter aujourd'hui, elle existe, mais au début, c'était pas forcément le... Tu nous raconteras au début, ouais. Ça m'intéresse après. Mais du coup, alors, comment ça se passe chez EP? Est-ce que quand vous montez une boîte, quand il y a une boîte qui émerge du studio, déjà, est-ce qu'il y a un tech ou une tech dans les associés? Alors, du coup, aujourd'hui, le principe du Startup Studio, c'est qu'on va capitaliser sur des actifs qu'on a déjà, donc humains et techniques, et on bootstrap finalement du coup un projet à partir du coup des métiers et on va piocher du coup dans ces actifs-là pour consolider un modèle qui a du sens et éviter de repartir de zéro, de tout recréer. C'est comme on peut capitaliser sur l'existant et concevoir des nouvelles briques qui vont correspondre à des nouveaux métiers ou en tout cas des choses un peu plus spécifiques. Et du coup, il y a un tech ou pas dans la première équipe? Dans la première équipe, il y a un tech. C'est l'équipe active du coup de produits chez EP. D'accord. C'est vraiment l'équipe de base qui fait les produits des startups. Marine, quand tu as monté des équipes tech dans tes expériences, c'était quoi les priorités par rapport au contexte? En général, si ce sont des petites équipes, c'est d'avoir des personnes qui sont polyvalentes. Forcément, ça dépend énormément du budget qu'on a. Mais si on veut, pour moi, une équipe la plus réduite possible, qui soit un front, un back, peut-être un QA et quelqu'un pour faire du produit, c'est déjà assez conséquent comme budget. Donc, ça dépend vraiment du budget qu'on a. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui veulent commencer avec un full stack. Ils ont l'impression d'avoir un front et un back dans la même personne et d'économiser un salaire. Et exactement. Et moi, j'ai déjà des fondateurs qui sont venus me voir en me disant « Tiens, Marine, dans ton réseau, t'as pas un full stack qui sait tout faire et qui veut bien travailler pour pas d'argent ?» Et du coup, c'est un peu compliqué, quoi. On est des devs, on est des business angels en compétences, quoi. Ouais. Donc, mais c'est tout à fait normal de vouloir quelqu'un de polyvalent, mais c'est sûr que après il y a plusieurs sortes de devs. Il y a des devs qui sont hyper experts dans leur métier, et il y a des devs en effet qui sont touche à tout. Et c'est pas une mauvaise idée d'avoir quelqu'un comme ça au départ. Du coup, sur ce sujet-là, est-ce qu'il faut prioriser le front ou le back? Ce qu'on préfère, souvent quand je l'explique au patron, c'est à la chef d'entreprise, est-ce que tu veux un système bien scalable dès le premier jour? À ce moment-là, il faut quelqu'un qui fasse du back, ou est-ce qu'il faut un front qui ait l'effet waouh dès le premier jour?
Tristan, tu veux défendre le stack du front? Bah oui, je pense que oui, c'est super important du coup aujourd'hui d'avoir un visuel en tout cas qui donne envie, qui représente bien aussi l'identité de la marque. Faut que ça soit assez joli en salle et en cuisine c'est pas toujours parfait du coup. Donc on essaye d'avoir quelque chose en tout cas représentatif qui a l'image du produit qu'on veut vendre et derrière on essaye de consolider un peu. En tout cas c'est l'approche qu'on veut avoir, c'est de faire en sorte de capitaliser sur des choses qui peuvent plaire en tout cas dans ce qu'on présente quoi. Est-ce que c'est plus important en B2C qu'en B2B? Je pense que c'est un peu plus important en B2C. Effectivement, on n'adresse pas la même cible. On accroche quand même de l'importance même en B2B, en tout cas sur des interfaces qui sont propres, ergonomiques, et où on va pouvoir se différencier potentiellement de la concurrence avec des choses plutôt clean à ce niveau-là. Mais effectivement, on n'aura pas la même approche côté B2C et B2B. Ouais. Marine, tu voulais faire l'avocat du diable pour le bac? Moi, je pense qu'on peut rien faire sans le bac, déjà. Donc, même si tu prends un front, il va falloir qu'il sache faire un petit peu de bac, parce que sauf s'il fait une interface HTML statique, ça va pas aller très 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 loin en termes de. Il peut faire un prototype, mais. À l'époque, on faisait des sites web en PHP, on a l'impression d'être des dev front. Hein. Ouais, mais parce qu'on faisait les deux. Mais en vrai, il y a un petit peu de back. Il y a du back qui génère du front. Ouais. Mais moi, je pense que c'est hyper important, en effet, d'avoir les bases dès le départ. Parce que c'est toujours pareil. Tu parlais de refaire tout à chaque fois. Mais en vrai, on refait très rarement tout. Et surtout, on nettoie très rarement. Donc, ce qui est fait au début reste très longtemps. À quel moment c'est de l'over-engineering? Enfin, je veux dire, mettre du Kubernetes alors qu'on a que 10 utilisateurs, c'est... En prévoyant d'en avoir 10 000 demain, est-ce que c'est vraiment utile? Alors moi, j'ai un CTO on demand qui travaille beaucoup pour des startups et qui fait des trucs hyper propres dès le départ. Et en fait, je pense que c'est un peu une légende de penser que faire des trucs propres, c'est plus long et plus compliqué que de faire des trucs sales, entre guillemets. Du coup, partir sur une base propre avec des bons composants, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Et voilà, ça peut être pas mal. C'était une stratégie aussi, du coup, effectivement, de poser une base saine dès le début, en essayant d'avoir aussi une vision à long terme de pourquoi on est en train de le faire, en anticipant effectivement le fait de scaler, de monter effectivement des nouvelles startups, et comment on peut capitaliser sur des actifs, finalement, qui serviront demain. Et c'est aussi des méthodologies, je pense, de travail, de poser aussi des règles, de façon de travailler. Et comme ça, c'est plus simple de faire rentrer des nouveaux candidats dans ce moule-là et de mieux comprendre les problématiques de dev. Du coup, il y a un sujet, comment on priorise les features. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans différents podcasts. Et, par exemple, j'ai regardé des startups qui pitchaient à Euratech. Et dans les 8 personnes qui ont pitché, il y avait un dev qui pitchait son projet. Et du coup, c'était le seul qui avait codé avant d'aller voir d'utilisateurs. Mais même pas, il avait des utilisateurs qui avaient donné une marque d'intention pour utiliser son produit. Et je lui ai dit, mais... t'étais en vacances, t'as pas besoin de gagner de l'argent là, c'est quoi, t'avais du temps à perdre? Et du coup, je suis devenu un peu extrémiste là-dessus, genre ça sert à rien de coder quelque chose qu'on n'a pas vendu. Est-ce qu'il y a un bon compromis, comment on dose correctement tu vois, déjà, il y a sûrement quelque part où rajouter des features pour faire venir les clients, ça marche pas, ça on est d'accord. On essaye du coup justement de créer les features par rapport aux besoins métiers aujourd'hui, et effectivement, on va pas anticiper quelque chose qui n'existe pas, donc on se base vraiment sur des besoins des stakeholders du coup qui ont un besoin précis. Ouais. Est-ce que le Lean Startup et l'approche MVP, c'est quand même des bons rationnels? Oui, je pense de toute façon. Mais c'est vrai que si c'est un développeur qui lance une boîte, il va forcément coder quelque chose. C'est dans son ADN, il ne peut pas faire autrement. Et moi, j'en connais pas mal qui codent des outils qui vont être utiles pour d'autres développeurs. Ça, c'est assez classique. Et forcément, il va montrer quelque chose qui marche déjà. Et puis, tout simplement, il y a tout ce qui est open source. Il y a des tonnes de gens qui développent des tonnes d'outils sans gagner d'argent et qui après montrent l'utilité de leur outil et après ils se font racheter, etc. Donc oui, moi je trouve ça, c'est une démarche de coder quelque chose en premier. Et en effet, c'est rarement du B2C. Donc quand tu développes quelque chose pour d'autres développeurs, t'es sûr qu'il y a un besoin. Oui. Mais si je lance une startup dans la musique demain, faut que je parle à des musiciens avant. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est le MVP ou le Lean Startup de manière générale? Dans la tech, à l'école, on l'apprend pas, quoi. Non, mais tout simplement, minimum viable product, c'est vraiment la brique la plus petite pour avoir quelque chose que tu peux mettre sur le marché et que les gens puissent utiliser, en tout cas en version bêta, quoi. Le Lean Startup, Tristan? Ouais, pour reprendre un peu des exemples aussi, on a pas mal développé des POC, justement, sans forcément avoir du coup la demande client derrière. Ouais. C'était surtout pour se tester et du coup, en fonction de la vision aussi des fondateurs, de tester des solutions.
Et c'est souvent des choses qui sont développées assez rapidement, du coup, en mode POC. Et derrière, qu'on éprouve, qu'on met en avant et on voit si ça accroche. Et à partir de là, on va développer nos produits. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de startups et de fonctionnalités de nos produits qui sont parties de POC. Donc là, effectivement, du coup, on était un peu en avance sur une fonctionnalité attendue. Est-ce que le POC, on le jette ensuite ? Le POC, on le jette pas, on reprend des bouts, en tout cas, on reprend des parties qu'on va améliorer finalement, mais on les garde aussi, on a pas mal de choses qu'on garde aussi en interne, qui sont pas forcément sorties et qui nous servent derrière en tant qu'outil, comme tu pouvais l'évoquer. Ouais. Est-ce que la première personne tech dans la boîte, elle a des compétences en produit nécessairement, vu qu'elle va devoir c'est elle qui va périmétrer le MVP très probablement plutôt que la personne qui gère le business. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des compétences en produit est-ce que c'est plus important que les compétences hard skills, quoi ? Moi, je dirais oui. De toute façon, le métier du produit est relativement jeune. Et on a développé des POC depuis au moins 30 ans sans passer par le produit. Donc en fait, la couche produit, elle est venue se rajouter quelque part. Et il y a plein de développeurs qui ont des très bonnes idées de features. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, moi, quand on travaille avec Produit Tech, je dis toujours que toutes les bonnes idées viennent de partout. Et le produit est plus en animation et en allant chercher en effet le feedback des utilisateurs. Mais c'est pas forcément... Enfin, les idées de features viennent pas forcément d'eux. Ça, c'est un sujet qu'on a abordé dans le deuxième épisode avec Cyril Mottier. Hein. On va vous mettre le i pour que vous puissiez le retrouver sur YouTube. Mais c'est vrai que au tout début, l'équipe produit et l'équipe tech, c'est la même équipe. Hein. Quand on parle de l'équipe produit, ça inclut les techs. Hein. Ouais. Et il y a un moment où on les différencie parce qu'on a les AMOA, les PO, les PM. Ça, c'est des métiers que vous retrouvez dans les entreprises chez EP ? Alors, effectivement, dans les prémices des développements, il n'y avait pas forcément cette notion de product owner, enfin en tout cas vraiment quelqu'un côté produit. Et c'était effectivement l'ensemble du coup de la petite équipe qui consolidait les produits, pas mal de choses apportées, comme on le disait, par rapport aux développeurs qui suggéraient qui avaient des propositions du coup d'évolution. Aujourd'hui, c'est un peu plus structuré, où du coup on a vraiment les product owners qui gèrent l'équipe d'un point de vue purement futur, mais le développeur aussi sa marque à apporter, challenger aussi un peu ce qui a été proposé et apporter sa vision, c'est super important pour justement pas être du coup dans, entre guillemets, cracher du code, mais plutôt d'être vraiment dans la chaîne complète de valeur en partant de l'US du produit jusqu'à la mise en production. Donc il y a une vision du métier de PO où le PO c'est quelqu'un qui anime une conversation, qui crée du consensus, qui implique tout le monde. Hein. Ouais, exactement. Parce que même aujourd'hui, nous dans notre boîte, tu vois, les commerciaux, les gens dans l'équipe support sont impliqués dans cette conversation-là. Ils ont leur mot à dire et c'est important pour eux. Hein. Ils râlent si on a fait une feature sans leur en parler avant, ils vont râler. Hein. Ça, aujourd'hui, effectivement, dans le process, ça fonctionne un peu moins comme ça. Ouais. Mais c'est plutôt, comment dire, un support, du coup, un appui sur lequel, du coup, on a besoin du coup de capitaliser pour créer justement les futurs et en faire en sorte que ça soit la meilleure feature possible, du coup, grâce à l'équipe tech aussi derrière. Ouais. Ah, il y a ça aussi. Vous allez présenter les maquettes peut-être avant de les développer ? Ouais, dans le process, on présente les maquettes. On a souvent même pour rentrer un peu dans le précisément, du coup, on a des ateliers où là, tout le monde est convié et apporte sa vision, justement. Il y a une ligne directrice du besoin fonctionnel, mais chacun apporte sa pierre. Et du coup, on consolide ça, on en fait quelque chose de rationnel et après, à partir de là, on peut attaquer les développements. Du coup, les gens qui ont des compétences, création digitale, graphisme, etc., sont dans vos équipes produits ou c'est des gens qui sont dans les équipes marketing qui viennent aider aux produits de temps en temps ? C'est vraiment dans les équipes, du coup, c'est une équipe transverse. Aujourd'hui, l'équipe design, on les introduit dans les futurs teams, du coup, en fonction des besoins. Mais ils apportent une vision globale au niveau des startups, c'est transverse. C'est vraiment pour le coup quelque chose de partagé au sein des futurs. C'est quoi ton expérience, Marine ? Moi, je partage tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, je suis très, très partisane des équipes pluridisciplinaires, donc avec du produit, du design, du front, du back, et en effet, de l'intelligence collective pour décider quelle est la feature qui est la plus impactante et qu'on va pouvoir développer la plus vite. Et en fait, tu as besoin de toutes les disciplines pour arriver à cette conclusion. Donc, moi, c'est pareil. J'adore travailler comme ça, avec des workshops, en prenant les idées de tout le monde et en votant pour les meilleurs. Est-ce que quand tu as bossé dans des boîtes américaines, tu as pu voir que le management de l'innovation, c'était mieux connecté aux clients que chez nous, tu vois ? Ah oui. c'est très... Parce que moi, j'ai étudié au Canada et on m'a appris, les clients, on innove pour les clients, donc les gens qui parlent aux clients, c'est eux qui ont forcément les bonnes idées. Donc le management de l'innovation, c'est de rebrancher tout verticalement depuis le client jusqu'à la personne qui produit les fonctionnalités, tu vois. Alors moi, je dirais plus que les clients est une des parties prenantes. Tu as en effet aussi les commerciaux qui vendent le produit, tu as aussi les gens en interne. Et parce que le client ne connaît pas forcément tous ses besoins, enfin le client final. Donc pour moi, c'est l'ensemble des stakeholders qu'il faut interroger pour avoir les bonnes features. Quoi. Et donc les équipes relations clients commerciales font partie des stakeholders parce que si on produit une feature, c'est eux qui vont la faire adopter. Hein. Tout à fait.
tout à fait. Ça marche aussi dans l'immobilier, ça? Parce que j'imagine dans l'immobilier, il y a quand même il y a une autre relation avec le client. Le client, il est assez mieux retenu, non? Ouais, alors du coup, nous, sur la partie immobilier, on va plutôt être à l'écoute des besoins du marché. On a des gens en interne, justement, qui sont un peu experts là-dedans. Et eux, nous restituent un petit peu ces besoins-là. Et après, justement, c'est l'équipe produit qui vient aussi prendre ce besoin et les aider, du coup, à concevoir, voir si ça répond au besoin initial et apporter une offre un peu complète sur des besoins qui sont, du coup, plutôt en interne, identifiés en interne. Parce qu'après, je comprends, Marine, un client tout seul, il peut pas savoir ce qui est la prochaine évolution du produit parce qu'il voit le sujet que d'une fenêtre. Et nous, notre métier en tant qu'entreprise, c'est de faire une feature qui serve à tous les clients à la fin de la journée, d'améliorer le produit pour tout le monde. C'est sûr qu'on peut pas juste prendre le feedback, le client demander telle feature, on peut pas juste la faire. C'était ça ton propos? Bah oui, et c'est surtout qu'en fait, les clients finaux qui vont utiliser ce que tu es en train de construire, ce qui est bien, c'est de leur présenter quelque chose et de les faire tester et de voir si ça marche ou pas, plutôt que de leur demander d'avoir les idées pour la suite, quoi. Les commerciaux, ils parlent souvent, c'est dans l'ingénierie du closing, le maker, le buyer. En gros, il y a le décideur, il y a l'opérationnel, il y a l'acheteur. En français, ça marche mieux. Pourquoi j'ai essayé de le faire en anglais? Ça, nous, on l'a appris aux devs aussi, on l'a appris aux équipes produits parce que, en fait, on a beaucoup de retours qui viennent des opérationnels. Mais ils ont des besoins qui sont pas du tout, enfin, ils n'ont pas du tout le même rapport au produit que les gens qui achètent ou que les gens qui décident. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose, tu penses, c'est un bon framework qu'on peut donner aux équipes produits? Ouais, je pense que c'est très difficile et notamment en B2B, c'est très difficile de contenter à la fois ton acheteur, ton opérationnel et ton bailleur. Parce qu'en fait, ils cherchent des choses différentes. Donc, c'est intéressant comme framework. Chez EP, l'investisseur, c'est un personnage à part entière, quoi. Ouais, complètement. Et c'est là aussi, il faut faire attention à pas se tromper, à pas penser à la place justement du coup de la personne qui a le besoin initial et de lui proposer quelque chose qui serait peut-être en décalage du coup avec le besoin. Donc c'est surtout la communication qu'il peut y avoir du coup entre les deux parties et essayer de construire du coup des choses qui ont du sens pour l'investisseur, du coup en tout cas la personne. C'est ça les stakeholders que vous avez, c'est des investisseurs, des propriétaires, des locataires? Alors, on va avoir des choses assez différentes parce que dans le métier aujourd'hui d'EP, il y a toute une partie du coup prime énergie, donc qui est sur le bâtiment, mais du coup qui est très différente d'une partie plus immobilière où on va pas sourcer de la même manière les demandes. Donc, sur des méthodes un peu différentes, on va répondre à des besoins du coup identifiés par un client qui a des besoins bien précis, et d'autres sur la partie immobilière, on va plutôt avoir la connaissance aujourd'hui, essayer de proposer des choses qui vont faire bouger un peu le marché. On a une approche un peu différente. Ouais, je comprends. De manière générale, dès qu'il y a une marketplace, c'est vrai qu'il y a toujours deux collèges ou parfois plusieurs collèges d'utilisateurs. Exactement. Et en plus, il y a des collèges d'utilisateurs qui ne payent pas aussi. Du coup, forcément, dans le produit, ça priorise un peu les choses. C'est toujours compliqué de gérer l'entre-deux, quoi. Ouais, exactement. Du coup, c'est pour ça que c'est important de sortir des fonctionnalités derrière qui auront du sens pour le client. Ouais. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet sur le MVP. Moi, j'ai l'impression qu'au final, quand on a pris des bonnes décisions, quand on jette pas de code, c'est qu'on a pris des bonnes décisions, on a été rationnel, c'est ça? En même temps, faut pas regretter. Alors, vous allez me dire, en même temps, faut pas regretter de jeter du code, c'est ça? Bah, faut pas avoir peur du coup de se dire, on a fait des choses, on a appris avec ça. Et ça nous permet de passer à la suite. Essayer de rester ancré sur quelque chose et pas bouger du coup d'état d'esprit, bah, ça serait un peu un échec en soi du coup de se dire bah, on a fait ça, faut qu'on le garde parce que du coup on a capitalisé dessus. Ouais, donc il faut être prêt à jeter son code. Parfois, il faut être prêt à jeter. Après, il faut aussi être en capacité aussi de se dire... Là, si on parle d'un point de vue fonctionnel, il faut être prêt du coup à acheter des choses. D'un point de vue technique, il y a des choses sur lesquelles on doit capitaliser quand même. Du coup, c'est un juste équilibre aussi. Derrière, on ne peut pas tout refaire en permanence. C'est compliqué aussi quand on est à petite échelle, tu sais, parce que quand les boîtes qui sont à scale, ils peuvent dire s'il n'y a pas 20% d'utilisateurs qui utilisent la feature, on ne la garde pas. Nous, on est à petite échelle, tu sais, des fois, la feature... Et en plus, des fois, dans l'évolution d'un produit, au fur et à mesure que tu as de plus en plus d'utilisateurs, la feature, elle change de sens pour les utilisateurs. Tu te rends compte, les utilisateurs, ils n'utilisent plus la feature pour le même sujet, etc. Donc il y a des features, forcément, tu vas les jeter parce que elles avaient du sens à 100 utilisateurs, elles en ont plus du tout à 10 000. Quoi. Exactement. Et effectivement, les besoins bougent aussi au fur et à mesure du temps. Et c'est de se dire, comme tu viens de le dire, comment je peux retravailler un peu ma feature peut-être, du coup. Se dire comment je m'adapte aussi derrière et être en évolution justement sur les développements futurs des produits. Ouais. Parce que c'est ça, hein, Marine, c'est aussi pour ça qu'on a besoin des devs tout au long de la vie du projet. Parce que sinon, en vrai, on aurait besoin des devs au début pour produire le logiciel et après, ce serait que de la TMA. Mais l'usage, il change et le produit, il évolue tout le temps. Hein. Ça, c'est une question super intéressante parce que j'ai souvent eu des gens en business qui m'ont posé la question, à partir de quel moment on n'a plus besoin des devs ? Et ça me fait toujours rire parce qu'en fait, c'est à la fois ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en effet, le produit, il évolue tout le temps. Tu regardes un truc comme Airbnb, la façon dont tu regardes le début, le POC jusqu'à aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais. C'est toujours l'exemple, je sais, c'est classique, mais c'est pas juste ça, c'est que toutes les technos et toutes les couches que tu utilises
évoluent au fur et à mesure. Donc tes langages de programmation ils vont changer de version, tes frameworks ils vont changer de version. La façon dont on héberge, comme on sait, ça a complètement changé avec les DevOps, etc. Donc même si tu étais à feature égale, tu aurais besoin d'une équipe, ne serait-ce que pour faire tout ça. Et pour moi, c'est pas de la TMA, c'est de l'évolution technique. Voilà. Et plus tu avances, plus c'est difficile de jeter du code, moi je trouve. Et moins les boîtes le font, parce qu'on a toujours peur, en effet, même si... moi, ça m'est arrivé très souvent de calculer le prix de ce qu'on allait perdre. Si jamais on enlève une feature, en gros, combien de boîtes utilisent cette feature et combien on va perdre. Et tu remontes ça jusqu'au CEO et tu dis, bon, on va perdre tant. Et à la fin, c'est toujours, non, on va peut-être attendre un petit peu. Ouais, je comprends. Tu vas segmenter les utilisateurs pour voir qui l'utilise. Ouais. En vrai, on a déjà glissé dans le deuxième sujet, qui est le moment où la boîte, elle a déjà plusieurs techs. Marine, comment on finance une équipe tech? Tu vois, admettons, on lève de l'argent, justement, tu parles de ce moment du chiffrage. Comment tu chiffres les besoins d'une équipe tech, quoi? En fait, ça chiffre assez rapidement, parce qu'on sait que les développeurs, ça coûte cher. C'est quoi au doigt mouillé, en général, tu dis un développeur, ça coûte combien, quoi? Moi, en chargé, bien sûr. En chargé, je dis entre 50 et 60 K, s'il y a une certaine... voilà, à peu près. Et du coup, t'en as 3. Voilà. Dans la 3, ça fait 180, quoi. Ça fait 180, donc voilà, ça monte très vite. De toute façon, en tant que CTO, tu gères toujours les budgets tech, et le staffing, c'est toujours ce qu'il y a de plus cher, il ne faut pas se mentir. Ouais. Et en deuxième, c'est le hosting, en général. Et du coup, c'est toujours un sujet, quoi. Ça, le hosting... C'est moins un sujet aujourd'hui que le hosting, ça évolue avec ta charge. Aujourd'hui, on arrive quand même à garder le hosting un peu comprimé, quoi. Mais il y a eu une époque où acheter des serveurs, c'était un vrai budget. Hein. Tout à fait. Est-ce que le cloud, ça a vraiment changé ça dans le fait de monter des startups? C'est plus accessible aujourd'hui de monter des boîtes? Oui, moi je trouve que ça a changé ça, parce que juste les technologies évoluent tellement vite que tu arrives à faire des économies. Typique un lambda par exemple, faire du serverless, ça te permet de faire des économies assez rapidement si tu changes de techno, donc si tu évolues, etc. Est-ce que du coup, si on fait du serverless, on n'a plus besoin de dev back? On peut avoir juste un dev front? Non. Le serverless ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de dev back. Ah non. Et ça veut dire qu'il y a toujours des serveurs, c'est juste que tu ne t'en occupes pas. En même temps, un dev JavaScript qui fait du webpack et qui gère du TypeScript et des pipelines de build, etc., c'est plus un dev front, hein, même s'il est sur le client. C'est ça. C'est juste qu'il y a eu de la déportation de logique back-end sur le front, en fait. C'est juste... Parce que vous faites des grosses SPA aussi, j'imagine? Ouais, alors on est effectivement, c'est assez identifié du coup sur le côté front, et on a aussi on parlait un petit peu de Next du coup. On a aussi cette solution là en interne où aujourd'hui effectivement les mondes se croisent un peu, les complexités de dev côté front ont, comme tu disais, bien changé. Du coup il y a des paradigmes plus complexes, même métiers du coup au sein des fronts. Parce que avant on mettait bien le métier sur le bac et le client faisait la présentation. Maintenant on a micro-fragmenté jusqu'à serverlesser le bac, mais tout le métier est dans le front qui est un énorme monolithe, quoi. C'est le risque, c'est d'en mettre un peu trop. Effectivement, du coup, je pense que ce dogme-là, du coup, de garder de l'intelligence métier au sein du bac, c'est toujours cohérent, du coup, pour des problématiques très complexes. Et après, c'est facile de venir déporter de la logique côté front, c'est plus adaptatif. On va mettre des traitements côté bac, mais au final, les règles d'utilisateur, etc. Ça dépend. Je suis pas d'accord. Il faut que ça reste côté bac, du coup, je pense. Mais c'est la dérive possible, c'est que ça arrive un peu dans le front. Mais je pense qu'il faut garder encore ses responsabilités bien identifiées. C'est vrai qu'avant, on disait que si c'est dans le front, l'utilisateur peut modifier le code, et donc il ne faut rien mettre de dangereux dans le front. Ça, c'est toujours un axiome qu'on garde dans les entreprises. Complètement, oui. Le bac, il peut être sécurisé malgré ça, hein. On peut s'assurer que le client n'ait pas modifié son code. Hein. Et puis je vais te donner aussi un exemple de pourquoi c'est pertinent de le garder côté back. C'est qu'aujourd'hui, dans la logique effectivement de scaler, de monter des produits, des nouvelles startups, en fait ton métier, si tu le capitalises sur des startups, c'est bien qu'il soit à un seul endroit, et ensuite que ça soit pas porté justement par un front, parce que c'est-à-dire que tu devrais répliquer la logique X fois. Là où aujourd'hui, si tu l'as bien centralisé, tu capitalises dessus comme une API ou des choses que tu peux ouvrir à l'externe, ce genre de sujet, quoi. Et notamment si tu as des applications mobiles par exemple, tu es bien obligé de tout faire côté back. Ouais, je vais vous relancer sur les sujets là après. Tristan, est-ce que vous testez dès le début? Non. Historiquement, du coup, on a fait beaucoup de dev sans forcément avoir de tests, justement parce qu'on avait énormément d'agilité dans ce qu'on faisait.
on faisait, on cassait, on faisait, on cassait. Donc forcément difficile d'inscrire une logique un peu pérenne de test. Et c'est arrivé beaucoup plus tard, après plusieurs années, où là on a commencé à poser des tests, alors pour reprendre le front, des tests d'intégration, tests les interfaces. Et du coup, à partir du moment où on avait des produits matures, on savait qu'on bougeait plus trop les parcours justement. C'est quoi le moment? Parce qu'au début tu fais des features. Effectivement, t'as pas besoin de tester parce que si elle le casse, tu la réécrases tout de suite. Tu peux mettre en prod facilement. En plus, au début, ton logiciel il part en prod en 10 minutes. Il y a un moment où est-ce qu'il y a un moment où à chaque fois que tu mets en prod une feature, il y a une régression. C'est ce moment-là où tu veux mettre des tests? Exactement. Où tu commences à avoir vraiment un risque du coup de régression et que tu as des engagements clients aussi derrière où tu peux plus te permettre en fait de casser la prod quoi. C'est plus possible. Ouais, il y a des SLA. Ouais. Il y a des SLA et du coup on a des attentes clients du coup là-dessus justement. Et donc même pour simplifier le travail au quotidien de nos équipes, des PO, etc. On met en place des choses pour leur faire gagner du temps en fait et de leur donner de la valeur ajoutée sur leur métier. Tu le mentionnais un petit peu tout à l'heure, Marine, les gens qui font du craft, ils disent qu'en vrai, on gagne en vélocité à tester dès le début. En fait, on garde la vélocité pour toujours ensuite. Mais est-ce que c'est pas difficile de recruter ensemble aussi, de recruter ensuite? C'est-à-dire que si on met des niveaux de compétences exigeants, du coup, on a du mal à recruter ensuite. On ne scale pas forcément en nombre de personnes, quoi. Est-ce qu'il y a un compromis comme ça ou c'est faux? Pour moi, il y a un compromis qui dit que si on teste dès le début, on a des gens un peu plus seniors qui sont plus difficiles à trouver, on gagne énormément de temps par la suite. Ouais. Donc en fait, moi je suis plutôt partisan de faire les choses bien dès le début parce que sinon en fait tu vas perdre énormément de temps. On parle de tests, on parle de régression. Quand à chaque fois que tu mets un truc en prod, il y a une régression. Très vite tu peux avoir des problèmes vis-à-vis de tes clients, quoi. Il y a un compromis entre la qualité et la vélocité au début? Au début, oui, forcément. Oui. Mais une fois de plus, je pense que c'est un mythe de penser que pas faire les choses bien dès le début, ça va plus vite. Mais c'est pas le syndrome du survivant qui dit ça? Je connais pas le syndrome du survivant. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés à la fin, ils disent c'est important de faire bien dès le début, tu vois. Mais tous ceux qui ont jeté et qui n'ont pas réussi, finalement, ils disent j'aurais fait moins bien, ce serait pareil, quoi. Bah oui, mais peut-être c'est parce qu'ils ont fait moins bien qu'ils n'ont pas réussi. Tu penses? Ouais. T'en penses quoi, Tristan? Moi, je pense qu'effectivement, au tout début, on n'avait pas forcément cette capa quand t'es peu, du coup, de poser des tests et en même temps développer et t'es en train de te chercher niveau produit. Je suis d'accord, aujourd'hui, c'est indispensable. C'est inconcevable de ne pas poser les tests, de ne pas avoir des choses structurées. Mais au tout début, je pense que c'était pas possible, en tout cas, de s'organiser de cette manière-là. Et par contre, tu apprends aussi en grandissant que oui, c'est indispensable aujourd'hui. Tout nouveau tech qui arrive doit être dans ses bonnes pratiques de tests, de validation du coup de tout ce qu'on fait. Ouais. Sur un autre sujet, dans la même thématique, tu vois, dans les premières startups que j'ai montées, j'étais étudiant et tout, tu vois, on avait Ruby on Rails 3, on faisait Rails Generate et ça nous sortait des grosses scaffolds. Et quand les utilisateurs ils avaient perdu leur mot de passe, ils nous appelaient, on pouvait leur donner leur mot de passe parce qu'ils étaient en clair dans la base de données. C'était comme ça dans le framework, tu vois. Genre, est-ce que c'est encore aujourd'hui comme ça dans toutes les startups ou est-ce que le RGPD, ça a vraiment obligé tout le monde à mettre la barre plus haut, quoi? Tristan, oui, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, du coup, c'est quelque chose. On est un peu plus éveillé à toutes ces problématiques-là. On a aussi des gens dont c'est le métier, des responsables en interne, du coup, au sein des startups. Et oui, on a ces contraintes-là qui sont hyper importantes. Niveau RGPD, avec l'acceptation des cookies, ce genre de sujet. Aujourd'hui, oui, c'est vraiment fondamental dans la structure de nos modèles de données, de ce qu'on fait transiter, etc. Pourtant, quand Twitch ou LinkedIn ils perdent leur base de données, les mots de passe sont pas bien salés, quoi. Est-ce que aujourd'hui déjà, est-ce que tu penses que les développeurs en startup, s'ils voient des mots de passe en clair dans les bases de données, ça les choque ou est-ce que... Pas nécessairement. Pas nécessairement, ouais, je pense qu'on n'a pas tous la même appréhension du coup du sujet et c'est pour ça qu'il y a aussi des garants, des garde-fous de cette partie-là. Il faut des responsables pour éduquer aussi, je pense, la partie dev. Et je pense que c'est des gens qui vont t'éveiller à cette culture-là et te faire comprendre que oui, en fait, ça a du sens, quoi. Marine, moi, ça fait que 3 semaines qu'on parle de ISO 27001. Je n'en avais jamais entendu parler avant le mois de juin. Est-ce que les startups, elles en parlent sérieusement maintenant? Non, ça c'est vraiment pour moi, encore pour les grosses boîtes. Ouais. Mais en parlant de sécurité, c'est vrai que je pense qu'il y a un énorme shift. En effet, il y a beaucoup plus de prise de conscience que c'est important. Et ça se voit avec le développement de toutes les boîtes qui font des pentests, etc. Il y en a, j'ai fait un petit benchmark parce que je voulais en utiliser une. Et j'ai regardé sur le marché, je me suis dit, oh là là, mais c'est fou, quoi. C'est un truc qui a explosé. Donc ouais, je pense qu'au point de vue RGPD, on nous a tellement parlé que c'est difficile de l'ignorer maintenant. Mais la gestion de l'authentification aujourd'hui, c'est plus facile aussi.
Aujourd'hui, tu as des providers, des autres providers qui marchent bien. Si tu veux activer la 2FA sur toutes tes applications, c'est quand même rapidement 2-3 clics, quoi. C'est quelque chose que tu as aujourd'hui aussi, Tristan ? On a des outils effectivement du coup centralisés pour les gestion d'utilisateurs. On fait plus rien à la main. Enfin, finalement, c'est des outils qui le font pour nous. Les bonnes pratiques sont intégrées à ces outils-là. Et effectivement, comme tu le dis, on gagne vachement de temps et on est dans les bonnes pratiques, quoi. Ouais, et pour autant, tu vois, enfin, je me pose la question. Nous aujourd'hui, on a plus de 30 000 utilisateurs. Si on active la 2FA, si on force tout le monde à mettre la 2FA, en vrai, le support client il va déborder, tu vois. Est-ce que si je l'avais fait à 10 utilisateurs, alors à l'époque j'avais pas les outils pour le faire, mais si je le faisais, si je montais une boîte aujourd'hui avec 10 utilisateurs, je mets la 2FA, je force tout le monde à mettre la 2FA ou la MFA dès le début. Tu penses que c'est le genre de raisonnement qu'on peut faire aujourd'hui, tu vois ? Sur la 2FA, pas forcément si on prend ce cas spécifique, du coup, mais en tout cas d'avoir des bonnes pratiques aujourd'hui, de saisir de mot de passe, ce genre de choses, du coup, je pense qu'il faut un peu éduquer, effectivement. Ouais. Mais le 2FA est un peu spécifique et aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le plus facile, pour pénétrer un de nos systèmes, le plus facile, c'est probablement d'essayer de trouver le mot de passe d'un de nos utilisateurs, quoi. Ouais, effectivement, ouais. Je serais pas étonné que nos utilisateurs aient des mots de passe pas très forts, quoi. On apporte des contraintes, en tout cas, on essaye aujourd'hui d'avoir des patterns, et grâce aux outils justement qui sont un petit peu normalisés. On essaye de garder ces bonnes pratiques-là, du coup, pour éviter de prendre des risques. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous, aujourd'hui, voir des mots de passe en clair dans les bases de données, c'est quelque chose qui vous perturbe ou c'est quelque chose avec lequel vous avez encore l'habitude. C'est vrai que souvent, quand t'es jeune dev ou t'es une jeune dev, t'as vu une boîte où c'était normal. Tu te rends pas compte qu'en fait, c'est pas normal. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est l'éducation. Ouais. La procédure de sortie aussi. Hein. Le nombre de devs qui ont encore accès aux bases de données des boîtes où ils ont bossé avant. Hein. Parce que c'est quelque chose, on s'en rend compte toujours trop tard. Hein. On a mentionné pas mal de techno. On a mentionné Next.js. Alors c'est vrai que nous, on a commencé à utiliser Next.js chez We Love Dev, parce qu'avant, on utilisait juste du React avec un Express. Et ça fait à peine 2 semaines qu'on l'utilise. Et il y a déjà une grosse migration qui nous oblige à refactorer tout le code. Apparemment, la blague, c'est qu'ils auraient pu changer le nom du framework à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression que dans toutes les boîtes que j'ai fait avant, j'ai passé mon temps à réécrire le Swift aussi tout le temps. Chaque version de Swift, il fallait tout réécrire. Est-ce que c'est encore une réalité aujourd'hui, Marine, dès qu'il y a un nouveau framework, on doit tout réécrire ? Ouais, c'est vraiment, ça bouge à une vitesse. Je trouve que ça s'est un petit peu calmé sur les frameworks JavaScript, mais à un moment, à chaque fois que j'embauchais un nouveau dev JavaScript, il voulait changer de framework. Donc c'était Angular, ensuite c'était Vue, ensuite c'était React. Et là, par exemple, la migration de Vue 2 à Vue 3 était très compliquée. Moi là, j'étais dans une boîte juste avant, on avait Vue 2 et Nuxt 2. Donc pas Next, mais Nuxt. Et la migration, et donc on a attendu qu'il y ait des choses, enfin bref, qu'il y ait des bibliothèques qui soient prêtes en Nuxt 3 pour passer en Vue 3. Ouais. Et après, quand on est passé Vue 3 Nuxt 3, on a eu plein de problèmes aussi. Donc, c'est vrai qu'on pourrait jouer à ce jeu-là. Je pourrais mettre la question dans le QCM pour les recruteurs sur We Love Dev, Next, Nuxt, lequel va avec Angular, Vue et React. On pourrait la mettre en question pour les recruteurs parce que en vrai, il n'y a aucun sens. Hein. Dans le nommage, là, comme ça, à froid, si on ne connaît pas, ils se ressemblent trop. Hein. C'est compliqué. Et du coup, de passer de Vue 2 à Vue 3, il y a eu une grosse migration. Angular, il y a eu finalement la version 7 avec la machine Ivy, mais encore, j'ai l'impression qu'il y a des devs, ils ne l'ont pas vu forcément dans leur quotidien, ça n'a pas tout changé. Angular, il y a plein de gens qui sont partis à cause de la migration de 2 à 3. Il y a plein de gens qui se sont dit... De 1 à 2 et de 2 à 3 je ne sais plus si c'était 2 à 3, mais qui se sont dit, bon, on laisse tomber, ça ne sert à rien de passer à la prochaine version, autant passer en Vue, c'est plus simple, etc. Il y a des gens qui font l'Angular 2 encore en prod, parce qu'ils n'ont pas voulu passer sur les versions majeures. Alors React n'a pas eu de breaking change, mais... Pour le moment. Mais si, quand même. Hein, parce que en vrai, en fait, si tu veux, React, comme c'est pas un framework, c'est plus une librairie. Effectivement, ils te font pas un breaking change, tu t'obliges à tout réécrire. Mais les modes, elles passent tellement vite. Il y a une époque où faire des composants classes ou faire des pures componentes, c'était cool. Puis maintenant, moi, je regarde le code que les devs ils font chez We Love Dev, je comprends plus rien. Avant, on avait un gros store, tu sais, avec Redux, etc. Maintenant, il y a des data hooks, etc. Je sais. C'est les modes. Ça, c'est les choses, enfin, des choses que les gens ne connaissent pas, mais en dev, il y a des modes tout le temps. C'est hallucinant. Et ça va très vite, en fait. Mais alors, du coup, Tristan, est-ce que c'est OK d'avoir une base de code qui n'est pas homogène ? Non. Non, c'est pas OK. C'est pas OK. Non, en vrai, du coup... Genre, tu fais une nouvelle feature avec la nouvelle mode, tu réécris toutes les features forcément ? Bah, si tu changes, ouais, du coup, mais c'est pas OK aujourd'hui. C'est pour ça on essaye d'avoir, du coup, des frameworks qui ont du sens aujourd'hui, qui plaisent aux devs, du coup, mais qui ont du sens aussi pour le produit et de pouvoir les maintenir dans le temps. Et justement, parler des versions d'Angular, du coup, on a commencé avec les premières versions d'Angular. On a encore quelques sites qui tournent avec. Et on est passé, du coup, sur les dernières versions et on subit en ce moment, du coup, justement, une migration sur les versions plus récentes qui est assez coûteuse. Et justement, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'évoluer avec le framework au fur et à mesure, d'essayer
d'essayer de maintenir ça pour éviter la grosse peine du coup de la migration. Ouais, parce que de manière générale, au moment où tu vas changer dans le package JSON de la version, tout le reste du code, il va casser, quoi. Ah, il y a plein de choses qui vont casser, ouais. Et du coup, ça se mesure. Tu peux anticiper un petit peu, mais de manière empirique, quand tu rentres dans la migration, tu vois qu'il y a plein de choses Alors que tu vois, compliquées. React, vu que les changements ils ont été plus fragiles, des fois tu rouvres une partie du code, tu fais ça a vraiment été écrit en 2018, ça. Ouais. T'es pas obligé, le package JSON t'oblige pas à tout réécrire, et du coup tu te balades avec des vieux codes. Après, du coup, sur ces technos-là, on est arrivé un peu plus tard. Typiquement, quand on parlait de Next, etc., on est arrivé avec des choses un peu matures. Ouais. Mais là, tu parlais de la dernière version, effectivement, qui est structurante. On est en train de prévoir ça. Et il y a aussi les pratiques au sein, du coup, par exemple, de React, notion de hook, etc. Ouais. Et c'est aussi de l'éducation, de l'apprentissage aussi des équipes de dev pour standardiser un petit peu la méthodologie, quoi. On a un peu des process. Parce qu'on a un peu le sujet, tu sais, surtout sur le web, quand on recrute quelqu'un qui est junior, il connaît pas forcément les vieilles méthodes, tu vois, donc quand il voit du code legacy, il le comprend pas. Oui. C'est vrai que les gros breaking change comme ceux d'Angular, ça fait que quelqu'un qui a appris la dernière version, la 14 ou la 13, je sais pas, il a pas besoin de connaître les précédentes, vu que le code normalement il est plus en prod. C'est ça. Alors que sur des frameworks un peu moins forts, on est obligé de connaître le legacy toujours, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est comment tu articules ça du coup avec les anciennes versions, comment tu essayes justement de rattraper la dette là-dessus et aussi de faire comprendre que une boîte, c'est aussi un petit peu de legacy et il faut composer avec, quoi. Il faut s'adapter aussi à ça. On est sur des dernières versions, des versions un peu plus historiques et comment tu arrives à gérer les deux, quoi. Est-ce qu'il y a des bons réflexes quand même pour choisir les technos au début ? J'ai l'impression que s'il y a de la data ou on envisage que demain il y a du ML, on va tout faire en Python, le back-end, le back-office, le front-end, on va tout faire avec Django, même s'il n'y a pas de data dès le début. J'ai l'impression aussi qu'assez rapidement on fait des SPA alors qu'on se rend compte qu'après c'était un site statique qu'il fallait faire. C'est comment on fait la distance entre ce qui est une mode et ce qui est une bonne idée ici ? C'est pareil, idéalement il faudrait savoir ce qu'on va développer et utiliser la technologie qui est le plus adaptée à ce qu'on va développer. Ouais. Je pense pas que ça se passe comme ça dans la plupart des startups. On en a parlé tout à l'heure, mais en général, c'est la première personne qui est embauchée qui va utiliser la techno qu'elle connaît, tout simplement. Moi, j'ai eu un cas il y a assez longtemps où c'était un développeur C#, donc ils ont tout fait en .NET dès le début. Et ils ne se sont pas jamais posé la question de est-ce que ça correspond à ce dont on a besoin. Et voilà. Et du coup, après, pareil, il y a des modes. Donc maintenant, c'est Python. Ce qui est super intéressant, c'est de regarder l'évolution de l'utilisation des langages de programmation sur le temps. Et les modes, il y a eu la mode Ruby. Maintenant, en effet, on est en plein mode Python, mais ça change. Dans l'épisode précédent, j'ai déjà insulté les développeurs Ruby en disant vu qu'ils se rendent pas compte qu'il n'y a plus qu'eux qui en font. Ah non, mais ça, c'est très drôle. Moi, j'étais dans une boîte avant où on a racheté une autre boîte où ils faisaient du Ruby. Et non seulement il n'y a que qui en font, mais c'était vraiment des ayatollahs du Ruby. C'est-à-dire qu'il n'y avait que ça qui existait au monde. Ah, mais j'étais comme ça aussi à l'époque. Mince. En fait, j'allais voir les développeurs PHP et je disais, t'aurais fini 2 heures plus tôt si tu l'avais fait en Ruby. Ouais, mais le truc, après, pour scaler, plus compliqué. Mais alors, du coup, ça, c'est un sujet parce que, à l'inverse, tu vas avoir des boîtes où les devs, dès le début, ils ont pris du GraphQL. Pourquoi pas ? Et puis en fait, ils sont pas malheureux après, ça se passe bien. Les gens qui recrutent, du coup, ils sont un peu plus flexibles sur le recrutement. Et ils recrutent des gens qui n'ont jamais fait de GraphQL et ils leur expliquent. Enfin, ça marche aussi, mais on a fait des choix au début qui sont déterminants pour le futur. Est-ce que c'est grave, quoi ? Est-ce qu'on est obligé de toujours faire du reste aujourd'hui, tu vois ? C'est grave dans la mesure où si tu choisis des technos où il n'y a pas beaucoup de développeurs. Moi, j'avais un fan de Scala et un fan de Axe. Tu connais qui dans une équipe qui va se reconnaître. Il m'a dit il voulait tout faire en Scala. Oui, d'accord, mais sauf faut trouver les devs, quoi. Oui. Ou il faut les former. Il faut les former, mais à ce moment-là, il faut avoir du temps et du budget. Et des seniors pour les former. Tristan, t'as fait du Ruby ou du PHP avant ? J'ai fait un peu de PHP du coup à l'époque, ça date. Le PHP, c'est quand même plus mainstream que le Ruby aujourd'hui. Oui, clairement. Oui. Clairement. Mais pour revenir un peu là-dessus, effectivement, sur le choix des technos, on a connu aussi des époques où effectivement les développeurs intégraient un nouveau microservice dans une techno pour l'essayer finalement. Et c'est là où après tu le payes du coup avec le temps. Donc c'est justement comment tu essayes de définir du coup une stack posée, moderne quand même, du coup qui répond aussi au développement du marché, du coup les développeurs, les formations. Mais c'est surtout de garder une ligne un peu directrice sur la tech, quoi. C'est à ce moment-là que du coup tu as une faille de sécurité sur Ruby, par exemple. Puis du coup, le microservice qui est en Ruby, il se fait déprovisionner par ton hébergeur, tu vois, parce que personne ne veut le mettre à jour.
Ouais, je vois très bien. Parce que du coup, où tu as un microservice qui est en Go et puis personne ne va aller le maintenir. Carrément. Exactement. Et puis c'est répondre aussi à des problématiques du coup produits. Justement, on parlait de GraphQL, on en a aussi, mais on l'a choisi parce qu'effectivement il y avait un besoin bien identifié. Pas parce que du coup on voulait tester la techno, mais justement parce qu'il y avait un besoin, quoi. C'est choisir la techno pour un besoin. Comment on fait pour casser le gros front-end, qui est un gros monolithe? Parce qu'aujourd'hui c'est plus facile de faire des petits front-end, de le fragmenter, etc. Tu vois. L'approche qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de l'approche composant, où finalement, du coup, on va assembler, composer avec ces composants-là. On utilise des technos qui s'abstraient du coup des frameworks front, donc du React, de l'Angular, avec des web composants pour ne pas les citer, et justement qu'on peut consolider au travers de nos différents fronts pour les différentes startups. Et on va même jusqu'à identifier des fonctionnalités au sein de ces composants qu'on peut déplacer finalement sur les différents sites. Donc on est vachement dans la notion puzzle, composition, du coup, grâce à cette approche composant. Vous utilisez Lit? Non, c'est une solution qu'on a mis en place, du coup, mais qui est un équivalent à cette solution-là, oui. En vrai, nous, on a utilisé Lit pour faire une espèce de widget qu'on met sur les sites des autres. C'était quand même 20 fois mieux que de faire un widget, que de faire une iframe, quoi. Ah bah complètement. Tout est mieux que faire une iframe. C'est ça. On l'utilise quand on n'a pas le choix, mais ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on est mobile first dès le premier jour? Est-ce que le responsive c'est nécessaire? C'est quoi un peu les nouvelles exigences du standard? Ça dépend déjà si tu es en B2C ou B2B. Mais si tu es en B2C, pour moi, il faut absolument être en mobile first, plutôt que responsive. Mais oui, ça dépend énormément dans quel domaine tu es, en fait. C'est vrai que j'ai un logiciel RH qui est pas du tout responsive et à chaque fois je suis quand même un peu étonné. Franchement, ce serait pas compliqué de le faire, quoi. Non, c'est super important. Et puis quand tu corrèles ça avec des outils d'analytics, tu vois que ton trafic effectivement sur mobile il est super important. Ah ouais. Donc je te rejoins, du coup le responsive c'est bien, mais ça a ses limites. Effectivement, il faut penser mobile dès le début pour répondre justement à ces besoins-là, parce que clairement c'est ce qui se passe. Est-ce que l'immobilier, c'est un bon a priori d'avoir sur le personnel d'imaginer que c'est que des gens qui sont sur le terrain, qui ont les bots dans la poussière et qui du coup sont sur leur smartphone ou un PDA? Alors, ça dépend de la cible. Nous, sur la partie immobilier, tu auras quand même pas mal de B2C, donc du coup, ça va être des produits un peu plus particuliers. Mais effectivement, sur des usages comme ça, là, tu peux penser carrément même à du mobile, quoi. En vrai dev mobile, par exemple. Mais oui, je pense qu'il y a des problématiques comme ça qui ont besoin d'être développées. Ouais. Le mobile, aujourd'hui, ça redevient pertinent? Je pense qu'il y a quand même des solutions du coup hybrides qui permettent de s'adapter assez facilement. Je pense que le mobile permet de répondre à des problématiques bien précises. En tout cas, on essaye de capitaliser demain sur des technos qui marchent aussi bien sur un front que sur du mobile, du coup derrière, pour éviter de redévelopper encore une nouvelle brique, quoi. Tu fais du React Native ou tu vas faire des choses comme ça? Alors pour l'instant, on n'a rien en mobile, on sait plutôt d'époque, mais ça serait potentiellement du React Native derrière. Et nous, on a fait du Flutter avec du Dart et franchement, ça marche super bien. Ça marche bien, Flutter. Mais le Dart, c'est exotique, hein. C'est exotique, mais ça fait le job. C'est exotique, ça fait le job. Tout à l'heure, tu mentionnais effectivement les mobiles. J'ai l'impression, les fronts et les applications et comment on répartit la partie sur le back-end. J'ai l'impression aussi, quand on crée la boîte au début, on conçoit le système par le front. Tu sais, on fait, il faut qu'il y ait une appli mobile sur Android, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, puis on n'en déduit pas forcément tout le back-end. Ou peut-être le premier réflexe de l'entrepreneur qui chiffre le produit, c'est d'imaginer que le back-end, c'est gratuit. En fait, c'est par définition, le front-end, c'est visible, puisque c'est le code qui fait ce que tu vas voir. Et du coup, le back-end étant invisible, et on parle toujours de partie cachée de l'iceberg, etc., c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui n'est pas tech de comprendre ce qui se passe côté front que côté back, puisque le back, il ne le voit pas, quoi. Tu disais que tu avais une expérience où ils avaient fait du .NET parce qu'ils savaient faire du .NET. Est-ce que c'est quand même un bon réflexe de dire on va faire avec ce qu'on a parce que c'est facile à recruter, parce que c'est ce qu'on a sous la main? Souvent, on n'a pas le choix. Si tu connais qu'un seul dev et qu'il sait faire que ça, tu connais qu'un seul dev, il sait faire que ça. Non, mais même par exemple... J'exagère, mais c'est un peu ça. Si moi je suis premier dev dans la boîte, je sais faire du Ruby, bon, je le fais en Ruby. Ou est-ce que je me dis, attends, là, est-ce que c'est un use case qui est mieux pour Python et je vais apprendre Python pour le faire? Je pense que si tu es un peu junior, tu te poses pas la question, et d'où l'intérêt des boîtes comme EP, je pense, pour aider, parce que juste tu te poses pas la question, je pense. Tu te poses pas la question? C'est-à-dire que tu vas tout de suite sur ce que tu sais faire ou pas? Ouais. Parce que justement, si ça fait 10 ans que tu fais du Laravel, et que tu te dis, ça c'est un use case à faire en Python, je vais apprendre Django, tu vas vraiment l'impression d'avoir des moufles, tu vois. Justement, les juniors, s'ils changent de techno, ils ont beaucoup moins à perdre que les seniors, tu vois. Alors, ça dépend. Pour moi, un senior, c'est quelqu'un qui connaît au moins un ou deux langages de programmation et un ou deux frameworks. Sinon, c'est en effet, il s'est vraiment spécialisé dans une techno. Et je pense que, comme je pense que la qualité la plus importante d'un dev, c'est d'être curieux.
Je suis pas trop sur le. Je pense qu'il faut connaître plus d'une techno. Tu sais que dans l'absolu, c'est un choix de carrière, tu vois, genre. Ça m'est déjà arrivé de parler avec un dev PHP, il me dit moi je cherche des offres de poste qui sont bien rémunérées, je dis regarde celle-là c'est du Symfony, c'est payé 70K. Il me dit mais t'es complètement con, moi je fais du Laravel pas du Symfony. Je fais et alors tu vois, ça fait 20 ans que tu codes, tu peux changer de techno. On peut pas s'enfermer sur une techno juste toute sa carrière, hein. D'où l'intérêt de travailler dans des ESN et de passer par des agences par exemple, parce que là tu vois plein de choses différentes et moi je trouve que c'est une très bonne école. Moi j'ai travaillé 15 ans en agence et tu vois plein de stacks différentes avec plein de choses différentes et c'est super enrichissant. Et c'est un peu comme les langues étrangères, c'est-à-dire que quand tu connais l'anglais et l'allemand, c'est plus facile d'en apprendre une troisième, il paraît, je sais pas. Ouais, c'est compliqué, c'est les choix de carrière, hein. T'en penses, Tristan? Toi, t'as décidé de passer sur la staff management. Tu deviens du staff maintenant. C'est ça. Mais au début, on parle du début effectivement des jeunes devs. Et je pense que c'est effectivement, il y a un peu la folie de se dire, du coup, au début, je teste un peu les différents frameworks, je vois un peu comment ça se passe. Et effectivement, c'est un peu de la maturité aussi derrière qui va te faire dire, là, est-ce que j'ai pris la bonne techno? Je peux la comparer du coup avec d'autres, je peux benchmark des choses. Et c'est vrai qu'être accompagné au début avec des gens du coup qui ont un peu de recul justement sur les technos, côté back, on va être sur du Java. Et par exemple, je pense que c'est un bon choix aujourd'hui parce que du coup il y a beaucoup de profils, c'est assez mature et du coup on aurait très bien pu partir sur complètement autre chose au début si on n'était pas accompagné et qu'on testait une techno et on serait peut-être en train de tout recasser aujourd'hui. Et puis tu vois, autant il y a une boîte qui faisait où on avait un framework, on avait du Spring en back, tu vois. Le CTO a mis 2 semaines à le configurer pour lancer la boîte, alors que moi je faisais du Ruby, je l'aurais fait dans la journée, tu vois. Mais aujourd'hui Spring on le lance dans la journée, quoi. Ça a changé, ça, hein. Complètement. Ouais. Les outils ont évolué. Ouais. Les technos ont changé. Effectivement, Java, ça reste quand même le plus gros vivier de compétences en France, quoi. C'est en tout cas les profils, on en trouve énormément du coup dans cette partie-là. Après, je pense qu'il faut être ouvert aussi à d'autres langages qui vont correspondre à des besoins bien spécifiques. Pareil, Python, Data, etc. Il va y avoir parfois le langage répond pile à un besoin. Donc c'est pour ça qu'on va partir dessus. Mais on va pas le faire pour, entre guillemets, s'amuser. Du coup, c'est vraiment, il y a un sens derrière, quoi. Puis ça dépend aussi à quelle école tu as été. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui t'apprennent le Java, comment c'est, ou du C, etc. Donc ça a beaucoup d'influence aussi sur ce que tu vas faire, quoi. PHP est aussi très présent en France, mais pas forcément étranger, hein, c'est un truc très très français. Je dirais PHP, non, c'est présent partout. Beaucoup aux États-Unis, c'est plus Symfony qui est plus c'est Symfony présent en France. Du coup, non, mais de manière générale, du coup, en France, Java, PHP et JavaScript, c'est quand même la base, la trinité, quoi. On est sûr qu'on n'est pas à côté, quoi. Et Python maintenant, qui a pris énormément de. Alors, le truc, c'est que Python, sur Wheel of Death, les clients, quand ils cherchent des compétences en Python, ils tombent sur des gens qui ne sont pas développeurs. Oui. C'est un peu le truc qui arrive que avec Python. C'est presque le langage le plus facile à apprendre au début, je dirais. Parce qu'il est forcément bien indenté. Sans être un antiseptique. Non, pas du tout. Non, c'est que je pense qu'aussi, effectivement, comme on disait, le Python, il est quand même vachement rattaché à la data. Aujourd'hui, on voit les méthodologies de travail, les outils changer. Et côté data, on le voit dans nos équipes en interne. Il y avait pas mal de R à l'époque. Maintenant, c'est du Python. Enfin, c'est presque un prérequis côté data sur cette partie-là. Donc, c'est peut-être ça où tu vois des profils un peu moins dev, du coup. Puis, l'écosystème, il est plus stable sur Python aussi. Parce qu'il y a 10 ans, tu commençais Python, il y avait la moitié de l'écosystème qui était en Python 2, l'autre moitié qui était en Python 3. C'est un peu fatigant, tu changeais ton projet de version tout le temps. Aujourd'hui, l'écosystème, il est quand même un peu plus consolidé, quoi. Plus maturé, c'est vrai. Je sais pas. Hein, Non, c'est tout à fait. C'est complètement une intuition. Ok, c'est cool. À la fin de la journée, pourquoi vous aimez bosser en start-up? C'est la 4e partie. Tristan, vas-y. Je commence du coup. Ouais. Pourquoi j'aime bosser en start-up? C'est du coup la liberté qui est offerte du coup de faire des choix du coup techniques, d'avancer, de pouvoir construire en fait quelque chose. Et effectivement, du coup sur ce nombre d'années, tu as le temps en fait d'avoir une vision et de consolider, partir sur des technos du coup qui peuvent être intéressantes, qui répondent aux produits. Donc c'est surtout la liberté. Et là, c'est exactement ça. Et la proximité aussi potentiellement du coup avec les décideurs, de pas avoir 50 interfaces du coup entre les deux. C'est vraiment de se dire là le besoin il est là, nous on est là et on bosse et c'est parti. Ça c'est la raison de rejoindre une boîte de moins de 10 personnes, quoi. En tout cas moi c'est mon point de vue, c'est ma motivation. C'est vrai que dans une boîte de moins de 10 personnes, le décideur il est dans la pièce, quoi. Oui. Est-ce que ça marche encore sur une plus grosse boîte comme Lengo? Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est ça, moi aussi, que j'aime, c'est d'être maître de ma destinée, de savoir exactement, de connaître l'impact de ce qu'on fait. Après avoir été en agence pendant 15 ans, où tu es complètement tributaire des choix techno, notamment de tes clients, où tu n'as absolument pas la maîtrise. Être en start-up, ça te permet d'avoir la maîtrise. Et quelque part, start-up, scale-up, ça reste... Enfin, quand tu es CTO d'une scale-up, tu restes
maître de toutes les décisions avec l'équipe. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup en startup, c'est cette idée d'intelligence collective. Donc, on travaille tous ensemble pour arriver au même endroit. Et ça, c'est ce que je préfère. Quand je bossais en agence, moi, c'était toujours soit des projets from scratch, soit des refontes. Et donc, du coup, j'avais l'impression que j'utilisais toujours la dernière techno, tu vois. Alors, ça dépend de tes clients. Hein. C'est pas une réalité pour toutes les agences. Moi, c'était pas du tout. J'avais des très très gros clients. J'ai travaillé notamment avec plein de clients automobiles, Peugeot, Renault, Volkswagen et tout. Ouais. Et c'était pas le cas. Ouais, c'est vrai qu'après, quand tu travailles avec des grands comptes, ils ont des contraintes. Ils vont dire, bah non, il faut que ça tourne sur une VM chez Azure. Du coup, il faut que ce soit en PHP. Exactement. Ouais. Enfin, c'est chiant, mais ouais. En général. Est-ce que du coup, t'as moins ces contraintes-là, du coup, dans une boîte comme Lingo ? Oui. Ouais. C'est quoi les différences aussi ? Est-ce que les contrôleurs de gestion sont plus rigolos dans les startups ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est quoi Parce qu'en vrai, moi j'ai toujours bossé dans une petite boîte. Le contrôleur de gestion, c'est plus ou moins le CAC qu'on voit une fois par an. C'est quoi le rapport qu'on peut avoir avec le contrôle de gestion, avec l'administratif dans des grosses boîtes ou dans les startups, Marine ? Alors, en tant que CTO, normalement, tu es vraiment responsable de ton budget. Et donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est le contrôleur de gestion, mais tu travailles avec la finance au jour le jour. Mais vraiment, je dis au jour le jour, c'est-à-dire que il faut que tu maîtrises ton budget. Donc, on parlait de hosting, etc. Il faut s'assurer que ça augmente pas trop. Et donc, tu as une relation très, très proche, en fait, avec la finance. Et l'administratif. Est-ce que quand tu es en startup, du coup, la tech, c'est pas un coût, tu vois ? Comment la tech, ça devient la R&D ? À quel moment vous êtes un actif, tu vois ? Ça, c'est un combat de tous les jours. C'est très important de comprendre que... Enfin, moi, mon point de vue, c'est que c'est bien sûr un actif. C'est-à-dire que c'est pas un actif, c'est l'actif le plus important de la boîte. Oui, c'est... Et il faut le défendre tous les jours, parce que Tristan va l'air de dire que c'est évident, mais il faut le défendre tous les jours, ça ? Il faut le défendre, et souvent, ça passe par... moi, je fais beaucoup de CIR. Et c'est pas mal le CIR parce le CIR, le crédit impôt recherche, parce que ça t'oblige à définir ce que tu as fait en R&D et à chiffrer quelque part tout le travail que tu fais. Et c'est très utile. Ouais, c'est vrai que on le fait pas que pour les subventions. À la fin, ça nous permet de valoriser l'effort de recherche et d'innovation. Tout à fait. T'as ce sentiment-là aussi, Tristan ? Ouais, carrément. Nous, on passe aussi par là plus pour la partie data, des projets du coup internes, mais effectivement, ça consolide aussi pas mal le sujet, le fond de pourquoi tu pars sur tel ou tel sujet de recherche. Et après, effectivement, sur le coût des devs, forcément, aujourd'hui, chaque nouvelle brique qui va être posée a un coût. Ça devient un actif, mais à quel moment, du coup, c'est pertinent de le faire ? Dans quelles limites, du coup, quel crédit on peut apporter à tout ça, quoi. Du coup, vous avez des thésards ou des chercheurs dans vos boîtes ? Oui. Ouais, on en a... C'est quoi les sujets de thèse qu'il peut y avoir, ou c'est quoi le profil des gens, de ces gens-là ? Les 3/4 des devs n'ont jamais travaillé avec des chercheurs. Ouais. Si tu pouvais expliquer pour les devs. Quoi. Alors, j'aurais un peu plus de mal à rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, en fait, c'est plutôt des gens avec qui on travaille qui sont issus de ce milieu-là, du coup, en tout cas, qui ont fait des thèses, etc. Et ça va être, du coup, aujourd'hui, sur, par exemple, la partie data, ça va être apporter des modèles d'estimation, du coup, sur de l'immobilier, des choses comme ça, en bossant avec des centres de recherche et d'essayer de créer des modèles communs. Et de capitaliser sur une vision et des ressources côté EP, par exemple, et des chercheurs qui, eux, ont aussi leur modèle de données, des modèles statistiques sur lesquels on peut capitaliser et travailler ensemble. Marine, toi, tu as dû en voir des docteurs. Oui, alors il y a eu tout un moment, en effet, où dans une boîte précédente, on a vraiment essayé d'en embaucher. Et en fait, on avait quelqu'un en interne qui voulait faire une thèse, donc on l'a accompagné. Donc moi, j'ai beaucoup échangé avec l'université avec laquelle il travaillait. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est pour faire vraiment de la recherche fondamentale par rapport à faire du dev. Alors bien sûr, il y a tel d'algorithmique. Bon, en ce moment, on parle que d'intelligence artificielle, etc. Mais moi, j'ai trouvé en tout cas que dans le milieu universitaire, ils étaient quand même assez éloignés des sujets, quoi. Mais c'est peut-être plus vrai maintenant parce que c'était déjà il y a un certain temps. Mais il y a un effort constant, tu vois. Si, par exemple, il y a une asso qui s'appelle Pint of Science qui a pour but de ramener des chercheurs dans les bars pour qu'ils parlent de leur projet, quoi. Et en vrai, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effort pour briser l'opacité sur ce que font les chercheurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a les SAT aussi qui travaillent avec les entreprises pour créer des transferts. Et c'est vrai que si tu essaies de faire par toi-même, de bosser en direct avec l'université, ils savent pas expliquer non plus, parce que souvent ils ont fait un master recherche et du coup tout est évident pour eux parce qu'ils sont comme dans le système depuis le début. Et toi, quand tu viens de l'entreprise et tu essaies de raccrocher le système, c'est chouette d'avoir du conseil. Et là-dessus, en vrai, les SAT sont plutôt chouettes en général, mais souvent c'est les SAT qui proposent des projets, c'est un peu compliqué. Mais il faut trouver l'accompagnement. Ouais. Je sais pas si
s'il y a d'autres parallèles avec d'autres métiers, mais clairement, c'est comme bosser avec des comptables. Est-ce que les RH, c'est plus freestyle en startup? Disons que c'est un peu moins ancré en fonction de l'évolution de la boîte. Aujourd'hui, on a eu des RH, on en a eu plus. Enfin, ça a bougé pas mal. Et du coup, justement, c'est comment créer un peu cette image, comment se faire voir et comment gérer du coup les recrutements. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup du coup par les équipes tech. Et c'est un petit peu, c'est pas en tout cas très figé aujourd'hui du coup là-dessus. Est-ce que vous avez le sujet du coup de faire émerger des gens qui font du management? Du coup, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Du coup, au sein des équipes, il y a du management qui est fait. Après, c'est plutôt vraiment côté RH, recrutement, animation, du coup, en interne, qu'on a un petit peu moins aujourd'hui et qu'on souhaite un peu plus développer. Ouais. Parce que des fois, dans les boîtes qui passent de 0 à 10, il faut apprendre aux gens, il faut faire des one-one. Ouais, il faut des entretiens annuels. Ouais. C'est des choses qu'on fait, du coup, effectivement. On est passé aussi par des postes de happy management. Ouais. Donc, s'assurer que ça se passe bien au travail, du coup, c'était vraiment un poste un petit peu différent. Un peu proche du RH quand même, du coup, mais avec une nomenclature un peu start-up. Ouais. Donc c'est marrant de voir un peu ces différentes évolutions de postes où tu te structures, tu reviens un peu plus sur du classique RH. C'est quoi la culture d'entreprise, hein? Marine, au début, tu disais que les fondateurs, les dirigeants, ils influencent beaucoup ce sujet-là. Dans les boîtes qui sortent d'EP ou qui naissent chez EP, quoi. Est-ce qu'ils arrivent à développer une culture d'entreprise qui leur est propre, qui est influencée par les fondateurs, par leurs clients? Ouais. Alors effectivement, sur l'équipe un peu produit EP, on a la culture qui vient directement justement des fondateurs. Ouais. Sur les startups, ils créent leur propre identité aussi derrière. C'est aussi la volonté du coup d'avoir une synergie au sein des startups. Ouais. Donc là, ça se sépare un petit peu dans le sens où pour le bien de la startup, ils créent aussi leur modèle à eux. Mais il y a toujours des passerelles qui se font et on a bien des entités différentes. Ouais. C'est quoi la culture? Comment la culture EP Maker, elle devient quelque chose dans les boîtes, tu vois? Genre, est-ce que tu la vois subsister, tu vois? Moi, je te dirais que c'est presque l'inverse. C'est du coup, quand on monte la startup, il y a la culture EP. Et puis après, quand la startup se développe, elle développe aussi sa propre culture. Ouais. Est-ce qu'elle réinfluence la culture EP Maker dans le sens? Aussi. Forcément, du coup, on se côtoie, on est dans les mêmes locaux, on se côtoie tous les jours. Donc forcément, il y a un impact, ouais. La question que j'avais prévu de vous poser, c'est est-ce que quand on est junior, on ferait mieux de rejoindre une startup une petite boîte parce qu'on aura des opportunités de croissance, mais est-ce qu'on peut aussi avoir la conclusion inverse, c'est-à-dire que justement, est-ce que le premier dev, prendre en premier dev une personne qui est junior, c'est pas aussi une bonne idée parce qu'elle va grandir avec la boîte? Marine, vas-y. Oui, la personne va grandir avec la boîte. La question, c'est comment est-ce qu'elle va grandir si elle est junior, c'est-à-dire comment elle va être accompagnée. Voilà, donc c'est un peu compliqué d'avoir vraiment juste un junior au départ. Ouais. Voilà. Tu recommanderais du coup aux juniors de rejoindre des startups, mais tu recommanderais à la startup d'avoir quand même la première personne qui soit senior? Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'un junior, en effet, il faut qu'il soit accompagné. Donc, il vaut mieux avoir une startup où il y a déjà 3-4 personnes dans l'équipe tech qui peut l'aider, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Du coup, il faut être accompagné, sinon tu risques de te perdre un petit peu au début. Et après, je pense que tout le monde n'est pas forcément fait aussi pour bosser en startup parce qu'il y a aussi du coup pas mal de mouvances, il y a des turnovers, on prend des virages assez souvent et il faut être un peu accroché. Du coup, c'est là où tu vois la résilience un peu de certains devs du coup qui s'accrochent vraiment à l'entreprise et à ce qu'elle fait. Donc je pense que c'est un peu une philosophie. Moi, je sais que j'ai toujours aimé bosser en startup et oui, je le conseille du coup, mais si effectivement il y a comme une base d'accompagnement au début. Ouais. Quand tu parles du turnover, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de boîtes qui sont à 15 personnes où ils ont l'impression qu'il n'y a pas de turnover, mais en fait ils ont fait des fiches de paie à déjà 30 personnes parce qu'ils ont empilé les stagiaires sur les stagiaires, les alternants sur des alternants et les alternants des stagiaires. Il y a des gens qui vont dire c'est une mauvaise pratique, oh là, cette boîte de stagiaires, c'est une boîte où il n'y a que des alternants. En même temps, est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est une solution? C'est quoi votre opinion sur le sujet? Moi, je pense que le turnover, il est inévitable. Et je pense que quand tu construis ta boîte, il faut le construire en anticipation de ça. Donc, savoir faire des passations, savoir avoir un minimum de doc, etc. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens restent forcément, parce que je crois que la culture maintenant, c'est quand même... Il y a beaucoup de gens qui restent 1 an, 2 ans max. Mais finalement, les gens qui restent 7 ans, 8 ans dans les boîtes, il y en a pas tant que ça en fait. Et puis quand tu montes une boîte, la boîte dans 5 ans, elle aura changé. Ouais, ou elle n'existera plus. Donc. C'est aussi ça, ce que tu disais, il faut s'attendre à quelque chose d'une culture startup. Statut de poste, ça va changer tous les 6 mois. C'est ça, en fait, c'est ça que je voulais dire dans les turnovers. Il y a aussi, effectivement, comme tu dis, les devs restent 2-3 ans, puis vont voir ailleurs aussi derrière. C'est le cycle de vie. Et effectivement, la boîte aussi change, du coup, son braquet, du coup, au côté métier. Et tu perds des gens parce qu'ils adhèrent plus forcément, du coup, à la vision. Ce qui est complètement. Il faut faire des tests maintenant, moi je m'en vais. C'est ça. Non, mais dans l'absolu, ça marche. Là. Oui, tu peux avoir ça. Mais c'est aussi toute l'approche. Là où se dirige la start-up dans son métier, tu peux perdre des gens parce qu'ils adhèrent plus forcément. Il faut s'accrocher aussi, du coup. En vrai, il y a déjà des devs qui m'ont dit je change de boîte, les nouveaux clients me plaisent moins que les anciens, quoi.
Je préférais quand il y avait que des petits clients. Maintenant, il y a des gros. Bon, ça change un peu la boîte. Tout à fait. C'est normal dans la vie de la startup. Hein. Et puis les nouveaux investisseurs, il se passe plein de choses. Ouais, l'ambiance, ça peut devenir plus compétitive parce qu'il y a des gros projets d'internationalisation. Je parle pas anglais et maintenant je ça, c'est un grand classique. Je l'ai vu dans au moins 3 boîtes. Tout en français, on passe tout en anglais. Ça, c'est souvent compliqué. Du coup, tu dis le turnover, faut l'anticiper. En vrai, le turnover, c'est aussi quelque chose qui te permet d'adapter les effectifs aux besoins de la boîte. Hein. Tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, si je suis un jeune dev ou une jeune dev qui va rejoindre une startup, faut que je m'attende à ce que ma fiche de poste elle change tout le temps. Faut que je m'attende à ce que l'équipe elle bouge beaucoup. Ça, c'est vraiment en général. Comment on explique tu vois, nous, on n'est pas une startup, on va pas devenir gigantesque, mais j'aime bien dire qu'on a une culture startup quand même. C'est-à-dire que, en vrai, s'il y a quelque chose à faire et qui est sur la fiche de poste de personne, il y a quand même quelqu'un qui va le faire, quoi. Et j'essaie d'expliquer aux gens que ça, tu peux pas, dans une boîte comme la nôtre, tu peux pas dire, c'est pas sur ma fiche de poste, je le fais pas. Comment on l'explique ça aux gens qui vont rejoindre nos boîtes, tu vois? C'est peut-être la culture, du coup, aussi de la boîte, de se dire, effectivement, t'as ta fiche de poste, du coup. Mais on crée des choses et du coup apporte aussi un peu ta vision. Enfin, t'es écouté en fait aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être dans l'organisation, dans la culture d'organiser des ateliers, des choses comme ça, de mettre en avant la partie dev et l'innovation qui peut peut-être aussi pousser les gens derrière à accélérer un peu là-dessus. C'est expérientiel. On a une expérience de la vie de l'entreprise qui est quand même qui est vachement forte, quoi. Donc, je dirais pas qu'on a une implication d'entreprise qui est plus forte, parce que c'est pas forcément vrai. Tu peux bosser dans une startup, il peut rentrer le soir et pas y penser. Par contre, c'est vrai que tu essaies d'avoir des expériences qui sont diversifiées, parce que c'est comme ça qu'effectivement tu contribues à la culture d'entreprise. Tu vois. Je sais pas si c'est quelque chose qui fait écho chez vous. Ouais, complètement. Et je pense que c'est très difficile de rentrer chez soi et de pas y penser le soir, mais bon, ça c'est mon avis. Est-ce que vous bossez tous les deux dans des boîtes qui sont plus ou moins éditeurs de logiciels? Les devs qui font du support, c'est quelque chose que vous faites ou pas? Alors moi, ma vue là-dessus, c'est que tous les devs doivent faire du support et on peut pas avoir des équipes dédiées support. Parce que faire du support, c'est comprendre, troubleshooter, comprendre la plateforme et du coup, il faut bien la connaître. Et si tu as d'un côté, pour moi, l'ancien modèle que j'ai connu, où tu avais d'un côté les gens qui faisaient la feature et ensuite qui faisaient de la passation à une équipe TMA, ça c'est insupportable parce qu'au bout d'un moment l'équipe TMA elle sait plus c'est le DevOps, c'est ça, hein. Elle sait plus exactement où on en est et du coup c'est juste pas faire, quoi. Donc je préfère mixer, que chacun fasse du support de façon temporaire. Parce que Tristan, quand t'es le premier dev dans une boîte et qu'il y a qu'un commercial à côté, le support, c'est le dev qui le fait. Hein. C'est toi, ouais. Ah ouais. Et aujourd'hui, on s'est intégré du coup aux équipes. Effectivement, il n'y a pas d'équipe TMA à côté. C'est vraiment intégré au produit. Je suis d'accord du coup sur la compréhension du coup du besoin. Quand tu fais partie de l'équipe, tu vas savoir corriger aussi facilement du coup. Qui c'est qui fait la relation client dans les boîtes de paix? La relation client, c'est la relation utilisateur. Ouais, c'est les PO, BM, du coup, les product owners qui font du coup l'interface justement entre le métier et la partie dev. Ouais, c'est eux qui vont répondre à tous les tickets. Alors du coup, ça passe pas forcément par des tickets, c'est plus des liens qui se font, du coup, des passerelles entre eux. Ils récoltent un petit peu tout ça et du coup prennent les bugs ou les évolutions et nous en font part du coup. Ok, C'était cool. En vrai, on a fait le tour du sujet. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite pour remercier nos invités. Vous avez passé un moment. Super, ouais. Merci beaucoup. Top, merci. On finit un peu brutalement parce qu'on était hyper pris par le sujet. Et du coup, je sais pas, il n'y a pas de transition sur la fin parce que le sujet est hyper. On est à fond, je le sens qu'on est à fond dans le sujet. Vous pouvez retrouver Lengo et EP sur le dispositif Un Job à Nantes #tech. C'était le dernier épisode de la série Parle de CTO. Allez, regardez les 5 vidéos, regardez les 4 autres vidéos qu'il y a eu avant. On a parlé de recrutement, on a parlé de la culture engineering et produit, on a parlé de green IT et de numérique responsable, on a également parlé de l'externalisation des compétences IT dans les startups. Tous ces sujets-là, en fait, illustrent bien tous ensemble l'écosystème tech nantais, l'écosystème tech de manière générale en France et nantais en particulier. Donc, partez en immersion avec nous. J'espère que cette série était bien sympathique. Je vous remercie encore une fois. Bisous.